Élise Roche, je suis enseignante-chercheuse à l'INSA, au laboratoire Triangle, et je travaille notamment sur les questions de logement d'urgence et de migration. On parle effectivement de bidonville en France, il y a un enjeu sur la dénomination entre bidonville et campement illicite. En fait, ça dépend notamment de quel pouvoir public qualifie ce type d'habitat. Campement illicite, on insiste sur la dimension illégale de l'occupation. Bidonville, on insiste sur l'insalubrité et donc la nécessité pour les pouvoirs publics d'intervenir. La dernière circulaire en 2018 qui s'intéresse à cet habitat, elle utilise les deux termes, ce qui est intéressant. C'est une des premières fois qu'on voit les deux. Donc ça, c'est les personnes qui sont dans des situations d'extrême mal logement. Tandis que les sites d'hébergement d'urgence temporaire, ce sont des réponses qui ont pu être apportées par des pouvoirs publics, aidées en ça par des associations professionnelles de la question. Et c'est des réponses qui restent aujourd'hui extrêmement minoritaires. Quand on parle des bidonvilles, on est plutôt dans une situation d'expulsion massive et très ponctuellement de réponses sous forme d'hébergement d'urgence. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a une situation de crise du logement énorme pour plein de raisons. On a un parc de logement qui est vétuste parce qu'il est ancien, il a pu être rendu vétuste par des démolitions aussi liées à la guerre. On a encore plus de gens qu'auparavant qui viennent habiter en ville et en plus on a une politique migratoire qui vise à importer de la main-d'œuvre en France et notamment dans les villes. On se retrouve donc dans une situation de déficit du logement, notamment, comme c'est toujours le cas, pour les catégories les plus défavorisées. On met très très longtemps à prendre ça en compte. Contrairement à d'autres pays européens qui ont amorcé une politique du logement très vite au sortir de la guerre, ça n'a pas été la priorité du gouvernement français. On met longtemps à s'en rendre compte, des bidonvilles se développent, donc des formes d'autoconstruction en fait. Donc de véritables villes dans la ville, de personnes qui souvent travaillent dans les usines voisines et qui sont là souvent en famille, mais parfois célibataires aussi, notamment des hommes. Il y a eu des drames nombreux du fait de l'inconfort dans ces logements. Et en 1954, ce qui est le symbole du démarrage de la prise en compte de la résorption des bidonvilles, l'abbé Pierre lance un appel signalant qu'une femme était morte à la rue de froid pendant l'hiver. En l'occurrence, elle n'habitait pas un bidonville, mais de fait, ça lance une politique de résorption. Alors ça la lance plus ou moins, puisque les deux lois phares sur la résorption des bidonvilles, c'est 1964, la loi Debré, et ensuite la loi Vivien dans les années 70, qui vont donner des outils à la puissance publique pour démolir les bidonvilles en relogeant les personnes qui y habitent. Et en fait, il y a trois sorties possibles quand on habite un bidonville à ce moment-là. Si on est un travailleur célibataire, on construit des foyers de travailleurs migrants qui ont beaucoup, dont il nous reste tout un patrimoine. C'est notamment la Sonacotra qui construit ça à ce moment-là, devenue Adoma. C'est également du logement social dit banal, notamment sous forme de grands ensembles pour les familles et en particulier les familles d'ouvriers français. Et pour des familles dont on estime qu'elles ne sont pas prêtes à intégrer du logement banal, notamment du fait de leur nationalité, parce qu'il y a une situation de très forte discrimination à l'égard des populations immigrées dans leur accès au logement, on propose des cités de transit, qui sont censés être des logements provisoires pour permettre d'accéder ensuite à du logement banal. Sauf que ce logement provisoire dure extrêmement longtemps et que certaines cités de transit ont été démolies dans les années 2000. Une forte différence avec la situation d'aujourd'hui, c'est l'ampleur du phénomène. On a un facteur 5 sur les populations concernées. On estime aujourd'hui la population en bidonville à environ 15 000 habitants en France. Ça reste des estimations, on a très peu de chiffres vraiment fiables.
Donc on a une ampleur du phénomène qui est très différente. On a des types de migration très différents aussi, puisque dans les années 60, on avait davantage une immigration de travail qui plus est organisée par les entreprises françaises et facilitée éventuellement, dans certains cas par l'État français, tandis que là on a une immigration plus spontanée qui se déroule. Et on a un contexte de politique migratoire très différent qui avait tout intérêt à encourager cette immigration de travail dans les années 60, si je fais simple, et qui aujourd'hui a une dimension très répressive. Ce qui conduit notamment un certain nombre des ménages qui migrent à être dans des situations d'interstice administratif, de difficultés vis-à-vis des titres de séjour, ce qui constitue un frein majeur pour l'accès à toute une quantité de droits élémentaires, notamment la question de l'accès au logement. Voilà. Donc on a des différences dans les deux situations, mais un besoin qui reste là, à savoir accéder à un bien minimum qui est un abri pour des familles en situation de migration, avec très peu de moyens financiers. Ce que j'ai pu voir comme étant présenté comme une innovation par rapport à ce qui peut se faire, c'est des situations où les pouvoirs publics ont essayé d'associer des associations, notamment antiracistes, à la réflexion sur l'organisation des dispositifs d'hébergement d'urgence. Par exemple, le site qu'on peut appeler site Voltaire à Saint-Denis, que j'ai étudié, c'était un de mes terrains de recherche principal, et qui, à son démarrage, a vraiment été porté en discussion, négociation avec des associations. La difficulté que peuvent rencontrer les dispositifs qui sont mis en place, et notamment ceux qui sont mis en place par les villes, c'est le déficit de moyens dans la durée. Et l'innovation, quelle qu'elle soit, elle peut être largement mise à mal et transformée et travaillée par l'installation dans la durée, faute de moyens pour sortir de la situation, en l'occurrence sortir d'une situation d'hébergement d'urgence peu confortable. Voilà, donc je modérerai la part d'innovation.